qui nous écoutes. Je suis Neshan et je te présente World's Creative Identities. À chaque épisode, je m'entretiendrai avec une personne passionnée par l'autre et son univers, par le fait d'écouter et de voir la vérité, la beauté des gens. Journaliste, documentariste, thérapeute, designer, enseignant, expert en ressources humaines, doula, et tant d'autres empathes capables de célébrer nos identités et nos expressions créatives uniques à chacun de nous. D'où le nom de ce podcast, Identité créative. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Justine Anderson. Elle a un super parcours qui mêle journalisme, création de contenu, sport, maternité et cercle de femmes. Et si vous ne la suiviez pas déjà sur les réseaux, je pense que ça ne va pas tarder. Bonjour Justine et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu ? Eh ben, ça va très bien. Je suis honorée d'être là avec toi. Non, mais c'est vraiment une joie parce que tu coches tellement de cases dans le type de personne que je cherche à rencontrer pour avoir des discussions. Peut-être est-ce qu'on peut entendre justement, j'ai donné un peu des mots-clés du qui tu es. Est-ce en quelques phrases, tu peux un petit peu te présenter à celles et ceux qui peut-être n'avaient pas encore la chance de connaître ton expérience et ton parcours? Oui, alors c'est vrai que c'est toujours très étrange de se présenter Oui. parce on a multiples facettes. Mhm. Mais oui, je vais essayer. Alors, donc, je suis Justine. J'ai eu 40 ans hier, le 1er février. Bon Donc, anniversaire. voilà, c'est bien d'avoir 40 ans. Parce que c'est intéressant, là, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. Mhm. Je suis maman de 2 enfants et j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai commencé à être journaliste, donc j'ai été journaliste pendant un peu plus de 15 ans, où j'ai fait de la télé, j'ai fait de la presse écrite, de la presse magazine. J'ai créé une plateforme pour les femmes qui s'appelait trucdenana.com, Mhm. qui existe toujours, mais du coup que j'ai revendu. J'ai à cette occasion-là créé aussi des rassemblements de femmes. J'étais déjà très intéressée en fait par la sororité, le soutien entre les femmes, le fait de les rassembler, de voir à quel point elles pouvaient partager plein de choses. Voilà, donc à cette occasion-là, j'ai créé aussi des rassemblements de mamans. Il y avait on appelait ça les filles de poussettes, où voilà, on rassemblait des mamans avec leurs poussettes, leurs bébés. C'était hyper sympa. Et puis après Truc de Nana, j'ai voulu faire une reconversion parce que j'étais déjà très intéressée par la maternité et la parentalité, notamment, je pense, par ma propre expérience aussi de mère. Et puis j'avais envie de reconnecter avec l'humain, parce qu'en tant que journaliste, j'avais été intéressée par la rencontre de l'autre. Et ça se perdait. J'étais plus derrière mon ordi, il fallait être Mhm. une usine à articles, et j'étais plus du tout dans le fait d'être sur le terrain. Et donc, en devenant doula, doula c'est accompagnante périnatale et postnatale. En fait, on accompagne les femmes et les familles dans dans leur parentalité, dans la maternité et notamment des naissances physiologiques, enfin, pour certaines. Et en fait, en faisant cette reconversion, j'accédais à ça, j'accédais à plus d'humains. Et du coup, après, maintenant, ça fait 2 ans que je suis doula, que j'accompagne les mères et les familles et que j'anime des cercles de femmes et des cercles de parole, après sur différentes thématiques et avec différents publics. Donc ça peut commencer le cercle des petites femmes 8-12 ans, où je fais des Mhm. cercles pour toutes jeunes filles, jusqu'à des cercles dans l'accompagnement d'un deuil, d'un défunt, etc. Mhm. Donc c'est vraiment très, très, très vaste. Voilà, et puis après, je suis autrice aussi. J'ai écrit 2 livres, notamment à l'époque où j'étais journaliste et spécialisée dans le sport et dans le féminin, Mhm. notamment un livre qui s'appelle Fit Mom qui parle de sport et de grossesse. Voilà, donc après, je garde cette casquette d'autrice, mais je pense que si jamais je renoue avec l'écriture, ce sera Mhm. sur des sujets plus autour de la maternité ou du féminin sacré ou du féminisme, mais voilà, je sortirai de la zone du sport et du bien-être.
Ça s'inscrit bien dans l'évolution naturelle que tu as eue, avec ton parcours, mais tu gardes, tes talents qui s'expriment à chaque fois, on dirait, selon les chapitres, de ta vie. Merci pour cette belle introduction qui est fascinante. Je te J'avais envie, remercie. de te l'entendre, raconter, de manière naturelle et j'ai un peu envie d'en profiter pour créer une transition avec quelle petite femme tu étais? Et quels étaient les indices peut-être dans cette enfance que tu as eue, tout ce que tu as fini par faire? Par rapport au fait d'être journaliste et de s'intéresser aux autres, par rapport au choix de la féminité. Est-ce que tu avais des sœurs? D'où vient la sororité? Est-ce que voilà, si tu regardes avec le regard de l'adulte que tu es aujourd'hui, quels indices tu vois dans cette enfance, qui indiquaient tout ça? Alors, tout l'aspect, au féminin, Mmh. m'a toujours, hyper intéressée. J'aimais, faire partie d'une famille de femmes. En fait, j'ai une sœur avec qui je suis très, très proche, qui a 4 ans de moins Mmh. que moi. On est très proche de notre mère. Mon père, quand on était plus jeune, était, souvent absent. Mmh. Il était présent, mais pas du tout de la même manière que ma Mmh mère. mh. Et en fait, on avait vraiment une relation toutes les 3 qui était, très importante, très complice et d'ailleurs qui a Mmh. évolué, au fil des âges où on est encore très complices. On peut partir ensemble faire des retraites, toutes les 3. Enfin, c'est vraiment, Mmh. Ah, c'est voilà, chouette. on est très proches. On n'a pas forcément le même lien avec ma maman chacune, mais en tout cas, on est très proches. Et surtout, ma sœur et moi, on s'appelle 10 fois par jour et on est très proches l'une de l'autre alors qu'on est extrêmement différentes. Et il y avait aussi ce lien avec les femmes de ma famille qui était très différent. C'est-à-dire que ma grand-mère paternelle, j'étais très proche d'elle. En fait, Mmh. j'ai accédé à des conversations très profondes avec les femmes de ma famille, alors qu'avec les hommes, c'était toujours très superflu. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait moins de profondeur, ou en tout cas, c'était moins facile d'atteindre cette profondeur. Mmh. J'avais un grand-père qui était extraordinaire, qui était très drôle, très solaire, euh, très original. Donc j'en ai un souvenir assez fou. Euh, mais j'arrivais jamais à rentrer dans le deep avec lui. D'ailleurs, D'accord. on sentait que sinon j'accédais à une Une vulnérabilité, carapace, il était pas prêt, quoi. ouais. Même quand on parlait de la guerre, quand on parlait des choses comme ça, c'était tout de suite, fallait, fallait mettre de l'humour, fallait mettre autre Mmh. chose. Mmh. Et moi, j'aimais cette profondeur. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avec mes amitiés, j'ai eu à l'école primaire des amitiés filles très importantes. Et au collège, j'ai eu plus des bandes de potes. C'est-à-dire que j'étais une nana à mecs. J'avais plein de mecs autour de moi, plein de potes. J'aimais ces relations de légèreté où il n'y avait pas de Mmh. prise de tête. Et Ouais. à cette époque-là, même, j'étais, si on me posait la question, j'étais là, ouais, non, moi, les filles, ça fait trop d'histoires, c'est jaloux. J'étais dans un truc comme Ouais. ça. Et les mecs, ça m'apportait pas mal de légèreté. Et je pense qu'à cette époque-là, j'en avais besoin. Et du coup, j'avais plus d'amitié forte. Beaucoup de déceptions amicales avec les filles et Mmh. tout. Et j'ai renoué avec l'amitié au féminin sur les 17 ans, après Mmh. des déceptions amoureuses, avec la jante masculine où là, bah, j'étais contente de me confier à des filles parce que j'avais de Mmh. nouveau cet écho-là, cette profondeur de conversation qu'avec des mecs, c'était plus ouais, bah ouais, c'est un connard, ouais, bah on s'en Ouais. fout, vas-y, passe à autre chose. Et beaucoup d'humour, encore une fois, hein, qui, Ouais. je pense, à un moment de ma vie, c'était cool, mais bah, j'avais plus envie qu'on passe par-dessus la jambe, en Avec fait. quel âge, du coup, dans cette transition? Donc, âge adolescente, tu es passée du côté, entouré de gars. Et Ouais. après, c'est dans la vingtaine que tu es Ouais, retournée, même 17, 18 là, de nouveau, j'ai des amitiés très fortes avec des mmh mh. filles, presque fusionnelles. Mmh. Et depuis quelques années maintenant déjà, Mmh. j'ai vraiment des groupes de filles où on a des WhatsApp, où on s'échange des choses avec une intimité incroyable. Des nanas avec qui j'ai vécu même des cercles de femmes hyper
profond et transformateur et où là, on est rentré, c'est même plus dans l'intimité, c'est quelque chose, bah, c'est des personnes de ma famille presque Ouais. maintenant, c'est des sœurs et donc et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à connaître au fur et à mesure Mmh. des années et où maintenant je pourrais plus me passer de ces femmes-là. Mmh. C'est C'est mon devenu village, un quoi. vrai, Voilà. cercle de soutien et d'énergie, C'est heu, ça, complètement. Et maintenant, génial. après, j'ai des très, très, très bons potes et des très bons amis, mais Mmh. on est encore dans des relations où l'humour par protection est très, très, très présent. C'est drôle d'ailleurs. Ouais, C'est c'est, drôle. Et après, pour revenir à la petite femme, ce qui était intéressant déjà à l'époque, c'est que l'écriture faisait vraiment partie de ma vie et j'ai toujours écrit, j'ai 10 milliards de journaux intimes. Voilà, donc je je pense que connais bien l'écriture, ça. c'était là. Ah, c'est génial et le sport dans tout ça, tu étais une petite fille active qui aimait, courir, grimper, faire du sport ou c'est venu plus tard aussi? J'étais plus une passionnée, c'est-à-dire que moi j'avais une passion, c'était la danse classique. Je D'accord. faisais, 6 heures de danse par semaine. Il y avait que la danse dans ma vie. Mmh. J'étais pas vraiment une petite fille casse-cou qui monte sur les non, pas du tout et d'ailleurs je le suis pas non plus maintenant en tant que femme. Mais j'étais plus, une passionnée et quand j'avais un sport, c'était mon sport. D'accord. Aujourd'hui, on va dire que c'est plus le yoga. Mais c'est vrai que je vais être assez, j'aime bien, diversifier mes activités sportives, mais j'ai quand même à chaque fois deux trois sports de prédilection, Où tu vas jusqu'au bout de ouais. l'envie, de l'appétit que ça Bah, te ouais, par exemple, quand je courais, c'était ma passion, j'étais à fond et je faisais, les marathons, les semis, voilà. ouais, c'est génial et j'ai l'impression que tu as d'abord su devenir la femme qui se donne le pouvoir. Quand je regarde un peu le parcours, quand ça a commencé dans le journalisme à se transformer sur les sujets féminins, j'ai l'impression que tu as d'abord su prendre soin de toi. En tout cas, c'est ce qui ressort par rapport au sport, au fitness, être une, maman qui sait comment manger, comment prendre soin d'elle et que petit à petit, tu as commencé à le transmettre. Est-ce que c'est une lecture qui sonne juste ou, il y a autre chose derrière, cette transition? Non, oui, 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 ça sonne juste. Disons que c'était un peu en parallèle, c'est-à-dire que c'était pas: «Je prends soin de moi et j'en parle», c'était plus dès que je découvrais quelque chose qui me fascinait ou qui Mmh m'amenait mh. du bien-être ou fallait que j'en parle et ça, c'est le D'accord. côté un peu journaliste, Mmh mh. maintenant, ce que je vais apprendre, je vais le transmettre sur les réseaux ou dans mes Mmh cercles de mh. femmes ou mamans que j'accompagne. Il y a quand même toujours ce truc de transmettre, Mmh mh. qui est là. C'est-à-dire de transmettre, de partage, de voilà et ça a été, ça fait partie de moi, quoi. Mmh. Et dans ce parcours, la transmission est hyper importante, mais c'est dans tes échanges, je vois bien que tu as construit quelque chose qui va à double sens. Peut-être qu'étant journaliste, on a l'impression de quelqu'un qui vit des choses et transmet, mais ne voit pas forcément les gens qui reçoivent. Mais petit à petit, j'ai l'impression que tu as voulu de plus en plus voir aussi les gens à qui tu t'adresses, les écouter et transformer ça en dialogue jusqu'à ce que ça devienne des cercles. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ces moments de connexion à l'autre? Comment ça se produit pour toi? Est-ce qu'il y a eu dans ton expérience des moments où tu t'es dit: «Ah là, je suis vraiment face à quelqu'un, hem, de très différent culturellement ou, par le vécu» et où tu as dû un petit peu chercher, des repères pour construire le dialogue, La question est un peu ouverte, donc si besoin, je Mmh. formulerai, mais si ça t'inspire déjà, je te laisse, Heu, oui, bah, alors c'est sûr qu'en tant que journaliste, ça t'arrive très souvent, mmh mh. parce que, bah, en effet, tu as une commande d'un papier ou d'une interview, et tu rencontres des gens qui sont pas forcément, comme toi, Mmh mh. même parfois avec des valeurs différentes. Mmh mh. Je pense que ce qui va être le plus difficile pour moi, c'est ça, c'est quand c'est des valeurs Mmh différentes, mh. des points de vue différents, quand il y a conflit de valeurs, ça va D'accord. être dur, Mmh mh. mais du coup, il faut vraiment faire preuve d'empathie et je pense Mmh. que déjà en tant que journaliste à l'époque, j'aimais bien comprendre les fonctionnements, les mécanismes des Mmh personnes mh. avec qui je parlais, Mmh mh. et c'est ça qui faisait que d'ailleurs, j'arrivais,
à faire parler pas mal de personnes sur des choses dans l'intime, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. Et je Oui. pense que si j'ai quitté mon métier aussi tel que je le pratiquais, parce que tu as des journalistes qui, justement, rentrent dans l'intime, et c'est ça qui est hyper intéressant. Je pense Mmh. qu'à la fin, j'étais tellement devenue, c'était tellement superficiel que ça ne m'intéressait Ça plus. te nourrissait pas, Ça ne me mmh nourrissait plus. mh. Les échanges n'étaient pas assez profonds parce que pas le temps, parce que c'était pas le sujet, parce qu'en fait Mmh. on s'en foutait, et voilà. Et après, en tant que doula, bah là c'était de nouveau hyper intéressant, parce que quand tu as rendez-vous avec une maman, Mmh. que ce soit en désir de grossesse, que ce soit parce que cette personne-là, elle veut accoucher physio, sans péridurale, qu'elle veut vivre la naissance vraiment pleinement, Mmh. ou en postpartum, quand tu rencontres une Ouais. famille avec un bébé. En fait, ces personnes-là, tu vas dans leur foyer. Tu vas dans leur foyer, déjà, tu es dans l'intime. Mmh. Déjà, tu es dans l'intimité de leur foyer. Ils t'accueillent chez eux. Et puis, au premier rendez-vous, déjà, ils t'expliquent évidemment ce qu'ils attendent de toi et ce qu'ils attendent de cet accompagnement-là. Et petit à petit, tu détricotes avec eux. Pourquoi cette attente-là? Il faut que je donne un exemple précis, mais par exemple, tu as une maman qui va me dire, bah voilà, moi j'ai eu un accouchement traumatique pour mon premier enfant, je voudrais une doula pour cette deuxième naissance parce que j'ai envie de reprendre le Mmh. contrôle de mon corps. Je sais que je peux être actrice de cette naissance-là. Donc tu vas venir aussi comprendre ce qui s'est passé au premier accouchement, déconstruire avec elle, et puis reconstruire avec elle. Et Mmh. donc là, on est vraiment dans une vraie relation. Et puis quand il y a un papa présent, un coparent, on va lui demander aussi, bah, quel est ton regard sur l'accouchement, quel est Mmh. ton regard sur les besoins de ta chérie, est-ce que tu respectes ça, comment tu vois ça. C'est hyper beau, Mmh. c'est hyper beau. Et c'est vrai que c'est plus j'ai au fil des accompagnements, je me suis dit: «Tiens, là, tu vois, j'aimerais bien, faire une formation de sexothérapeute», parce que j'ai Mmh. l'impression que dans le désir de grossesse et aussi dans le postpartum, Mmh. il y a des incompréhensions, il y Mmh. a, un manque Mmh. d'informations incroyable. Oui. Les couples, ils s'aiment, c'est qu'il y a des choses qu'ils comprennent pas, qu'ils connaissent pas de Mmh. leur corps. On a beau avoir deux trois enfants, bah, il y a peut-être des choses dans le corps de sa chérie qu'on connaît pas. Et, Oui. et c'est ça, en fait, tu co-construis avec les Mmh. personnes que tu accompagnes, et chaque accompagnement t'apporte, Mmh. apporte autant à la doula qu'au couple qui est Oui. accompagné. Et c'est pareil pour les cercles de femmes. Tu Les sers un cercles de peu de femmes, miroir, bah, hem, bien sûr. mmh. Mmh. Non, c'est génial et d'un côté, il y a de la médiation, il y a de la facilitation, essayer de servir de parce que toutes les réponses qu'ils te donnent, ils les entendent. Donc quelque part, au moment où tu es en train d'apprendre à les connaître, ils s'entendent, ils s'écoutent, et là, tu es en train de parler aussi de compléter les informations. Donc d'un côté, il y a la facilitatrice émotionnelle et de communication, mais ta passion te mène à trouver à chaque fois des besoins, qui correspondent à visiblement, cet appétit que tu as envers, l'intimité et la vulnérabilité. C'est fabuleux. J'étais aussi très curieuse de ce que tu as dit au début, parce qu'on parle beaucoup d'empathie envers des personnes qui nous touchent, mais réussir à mener un dialogue avec quelqu'un qui a des pensées qui clashent avec nos Mmh. valeurs, Mmh. parfois on apprend beaucoup. Est-ce que tu as, sans forcément donner de nom ou de choses trop précises, est-ce que tu as un exemple de thématique dans laquelle tu t'es retrouvé en clash de valeurs avec quelqu'un, et où justement tu as dû un peu retrouver des repères pour communiquer Ouais. jusqu'au bout avec cette personne? Alors là, en tant que journaliste, ça me vient pas tout de suite comme ça. Par contre, Mhm. en tant que doula, parce que c'est plus récent, bah oui, parfois tu peux être appelé par un couple que tu accompagnes, enfin qui Mhm. souhaite être accompagné par toi, et bah, tu as en face de toi un couple Mhm. qui n'est pas forcément celui que tu as projeté. Mhm. C'est-à-dire qu'en tant que doula, c'est sûr que la plupart du temps, on est amené à accompagner des parents. Je vais faire Mhm. un petit peu de cliché, mais
maternage proximal, allaitement, naissance Mhm. physio, et c'est pas tout le temps le cas et heureusement, Mhm. heureusement d'ailleurs, parce que ce qui est important, c'est d'accompagner tout le monde, Ouais. et je dirais même les personnes qui sont ultra informées et qui sont déjà là-dedans, presque elles ont pas besoin de nous, en vrai. Oui. Et donc, il m'arrive de rencontrer des parents où c'est bon, alors moi, je vous le dis direct, l'allaitement, c'est pas mon truc. Moi, j'ai pas envie d'être l'esclave de bébé ou des choses plus. Alors, moi, c'est péri direct. Et Mhm. en fait, bien sûr que ça peut coincer. Mhm. Ça peut coincer, où on se dit, mais pourquoi c'est si agressif, peut-être, Oui. Mhm. presque dans le discours. Et en fait, tu détricotes. Tu Mhm. détricotes. Déjà, pourquoi elle est agressive quand elle m'explique là ça alors que c'est le premier Mhm. rendez-vous? Bah, peut-être parce qu'elle est sur la défensive, parce qu'elle se dit oh là là, si c'est une doula, elle est obligatoirement dans un truc hyper nature, physio, et du coup, elle anticipe un jugement. Ouais. Et elle a raison, puisque moi, en tant que doula, je l'écoute, bah, du coup, ça me fait tiquer aussi. Je me dis, tiens, c'est bizarre, mais pourquoi? Et en même temps, j'ai cette posture de doula, j'ai le Mhm. cadre. Moi, comme je le dis, j'accompagne toutes les femmes, en fait. Oui. Parce que Mhm. si elle vient me chercher, c'est pour une raison. Mhm. Et tu peux Et pas apporter toujours la même chose, il faut exact. Et puis, adapter, et puis en plus de ça, c'est mmh très riche aussi d'accompagner une femme dans sa pleine puissance. mh. Et moi, je vais pas essayer de la contredire. Je vais pas essayer de lui dire, Mmh. alors attends, moi je suis pas d'accord parce que l'allaitement c'est hyper important pour ci, pour ça, machin. En fait, non. Moi, ce que je vais faire, c'est deux choses. L'informer Mmh mh. pour que ses choix soient libres et éclairés Mmh et mh. que quand elle me dit, j'ai pas envie d'allaiter, bah, que ce soit elle qui me dise ça Mmh mh. et pas sa belle-mère, sa mère, des problèmes de transgénérationnel. C'est elle qui me parle en Mmh. conscience, d'accord. Et là-dedans, bah ouais, parce que moi, ce qui m'importe, c'est qu'elle soit informée pour que ses choix Oui. soient libres et éclairés et qu'elle soit actrice de ses choix tout le temps. Mmh mh. Qu'elle soit actrice et qu'elle peut changer d'avis Mmh mh. tout le temps. Et donc moi, en fait, je vais être vraiment dans la co-création de cet accompagnement. Mmh mh. Et le seul truc que je demande à la maman, c'est d'être très sincère avec moi Mmh mh. et de me dire, voilà, tout ce qu'elle a sur le cœur. Et ça se fait pas en une fois, ça se fait en Oui, bien plusieurs sûr. fois. Et ça se fait parce que on va gagner la confiance de Mmh mh. l'une et de l'autre. Si tout de Mmh suite je lui rentre dans l'art en disant, ah bon, et pourquoi vous voulez pas aller, enfin, non, t'es hors cadre, t'es hors Oui, posture. non, Moi, je c'est suis clair. absolument pas là pour juger Mmh mh. parce que ça lui appartient. Mmh mh. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'elle soit heureuse Mmh mh. à chaque décision qu'elle prend. Mmh mh. Et une femme qui voilà, pour la raison qui lui appartient, par exemple, souhaite de ne pas allaiter, heu, bah, moi, en fait, si elle le fait, et qu'elle est épanouie de ne pas Mmh mh. allaiter et que c'est un choix, libre, éclairé et voilà, et Mmh c'est ça qui m'importe. Parce que mh. c'est une mère épanouie qui sera, capable de pouvoir aimer son bébé, de pouvoir Oui. l'éduquer, de pouvoir l'accompagner. Puis C'est c'est pas tout une le mère frustrée. combat, de donner à la femme, le droit de dire oui ou non, donc Exactement, c'est surtout pas ce que tu exactement. vas faire de lui dire: «Bah non, c'est pas toi qui décides», c'est tout l'inverse. Exactement. Et Mmh mh. c'est vrai que oui, parfois, je vais entendre des choses qui vont me faire, tiquer, Mmh mh. parfois même, je parle de la maman, mais le plus souvent quand je tique, c'est aussi le coparent. Ouais. Le coparent qui va couper la parole de sa femme, qui va dire, Mmh. qui va dire certaines choses, bah, vraiment, on est dans le registre du patriarcat, Ouais. ça peut être très compliqué pour moi, Mmh qui suis mh. féministe, militante. Ouais. Je vais être ultra vigilante sur ce genre de Mmh. coup. Mmh mh. Alors, je vais peut-être avoir des red flags parfois en me disant: attention, il y a violence dans ce couple, violence Ouais. psychologique. Oui. Attention, machin». Et je vais voir ce que je peux amener en tant que doula. Si je dois rediriger, je redirige. Mmh mh. Heu et ce qui compte, c'est que je puisse apporter des choses à la maman, mais Mmh mh. sans rentrer dans le rôle de la sauveuse qui, en fait, est Oui. bon pour personne. Mais c'est précieux, j'imagine, parce que le fait de rester dans le respect, dans cette intimité où on t'a autorisé à entrer, ça permet sans doute, même en te côtoyant, à cette femme qui est peut-être en besoin,
d'avoir des indices, de peut-être un petit peu s'ouvrir les yeux, sans forcément jouer à la sauveuse. J'imagine que parfois tu peux l'amener à se dire: «Ah, j'ai peut-être le droit à plus de respect», enfin Bien sûr, mais elle sera toujours, actrice. oui, bien C'est-à-dire sûr. qu'en effet, tu peux Mmh mh. donner les clés, tu peux Mmh. lui ouvrir les yeux, heu et puis Oui. évidemment, quand il y a vraiment une situation d'urgence et de violence, Mmh. là oui, là tu peux Oui. prendre ton costume de superwoman parce qu'en Oui, fait, non, il y a pas le c'est choix. oui, Parce que oui. voilà, mais Mmh. et puis parfois, c'est notamment certains coparents, eux aussi, ils ont besoin d'ouvrir les yeux. Mmh mh. En fait, ils sont tellement dans des schémas, dans un système, qu'ils Mmh. voient même pas que leur comportement, il est violent Mmh. Non, non, c'est clair. et ça, c'est aussi un très intéressant. C'est d'ouvrir Mmh. les yeux du coparent. On est dans une époque de tous les apprentissages, j'ai l'impression aussi, où on est en train de découvrir qu'on savait pas manger, qu'on savait pas parler, qu'on savait pas enfin, je grossis les traits, mais du Mais ouais, coup, mais c'est vrai. ces métiers sont d'autant plus intéressants d'arriver à cette période avec, des clés et de voir quand il y a des fissures par où la lumière peut rentrer. Ben c'est vrai, mais en plus, c'est des métiers qui ont toujours existé. Mmh mh. C'est-à-dire que les gens vivaient pas comme ça, Mmh. il y a des siècles, on vivait plus en communauté. C'est d'ailleurs, il y a certaines communautés aujourd'hui qui vivent toujours comme ça. Mmh. Hem, je pense c'est récent finalement sur l'échelle de l'humanité. Oui. Donc oui, c'est vrai que on est en train de déconstruire plein de choses. Mmh. On s'est peut-être isolés finalement pour, Mmh. apprendre à se rouvrir à nouveau. Et ben ouais, Mmh. le libéralisme, tout ça, c'est ça Mmh. et je pense que c'est très bien, aussi d'avoir plus d'autonomie, de enfin, voilà, il y a plein de choses positives. Heu, maintenant, je pense qu'il faut, voilà, faut faire attention de parfois d'avoir un prendre du recul sur Mmh. ce qui est en train de se passer et de se dire: «OK, là, est-ce que vraiment c'est du progrès ou pas?» Mmh. Moi, par exemple, je suis pour, la science et les avancées médicales. Bien sûr qu'elles peuvent sauver une vie, Mmh. mais ce que je dis aux mamans, c'est, heu, si on ne vient pas troubler la physiologie, Mmh. heu, il y a de très, très grandes chances que ça se passe bien Mmh. et je ne suis pas pour une médicalisation à tout prix, Oui. anticipatoire. Mmh. C'est-à-dire pour moi, on doit anticiper le meilleur et pas voir la grossesse ni la naissance comme quelque Mmh. chose de pathologique. Oui. C'est en ça qu'il faut avoir un autre regard. Bien sûr que c'est extraordinaire de pouvoir sauver une maman, avec un bébé placé transverse, une césarienne d'urgence, mais bien sûr. Mmh. En revanche, une femme où il y a tous les feux verts d'une naissance physio, laissez tranquille cette femme Oui. et ce bébé. Mmh. Il y a la sagesse du corps, il y a de la nature et de tous Il y a la ces, sagesse du corps. millions d'années. Et puis surtout, Ouais. il y a un regard très, on oublie, le bébé, mais le Mmh. bébé, il fait son travail aussi. Il y Mmh. a 2 protagonistes, comme dirait Michel Audin, qui est un obstétricien, Mmh. très connu, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur la naissance physiologique. Il y a 2 Mmh. protagonistes dans la naissance. C'est la Mmh. maman et le bébé. C'est pas le médecin et la maman, hein. Mmh. C'est la maman et le bébé. On laisse faire et Oui. après, si vraiment ça va pas, oui, on intervient. Mmh. Puis toutes ces interventions, on est en train d'apprendre, j'ai fait l'expérience de l'EMDR, je ne sais pas Mmh. si c'est, quelque chose, Ouais, je qui connais. va te parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, vraiment une approche, dans la psychologie qui permet d'aller dans les traumas qui sont restés coincés dans notre cerveau, dans nos émotions pour aider à nous libérer et j'ignorais totalement, moi je travaillais pas mal sur, mes attaques de panique et il s'avère que la naissance, peut être un trauma en tant que tel et justement, moi j'étais née en césarienne, et là, par exemple, j'étais surprise au début, je ne savais pas du tout qu'on pouvait travailler des choses dont j'ai aucun souvenir. Mais du coup, le travail que tu fais, ça va peut-être aussi éviter à certains bébés, d'avoir des interventions justement qui viennent rompre avec le flux naturel des choses. Mais c'était une grosse expérience pour moi de voir que, ah bah, il y a plein de choses dans ma vie d'adulte qui s'expliquent même par ce premier moment,
de déconnexion qui s'est fait de façon rude, du coup, pour un être qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais c'est très intéressant ce travail fait avec l'écoute de l'enfant et du naturel. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'accouchements traumatiques, de Mhm. plus en plus. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une hausse Mhm. d'accouchements traumatiques. Et c'est vrai que la succession d'interventions médicales Mhm. y est pour quelque chose. Oui. C'est-à-dire que on est dans des cascades d'interventions euh, de grande violence obstétricale, d'une grande maltraitance qui n'est pas Mhm. forcément voulue, Mhm. souhaitée et conscientisée, on est Oui. d'accord. C'est parce que l'hôpital est ce qu'il est aujourd'hui. Mhm. Pourtant, en France, on peut dire on a de la chance, Oui. mais c'est vrai qu'il y a il y a peu de moyens, il y Mhm. a peu de sages-femmes, elles sont débordées, elles font un Mhm. métier extraordinaire, pénible, et en fait, le corps médical est devenu maltraitant. Mhm. Maltraitant par le peu de moyens, par le Mhm. peu de temps qu'on peut accorder à une patiente. Mhm. Euh, et tout ça fait qu'il va y avoir des traumas. Oui. Oui. Des traumas. Et en plus de ça, dans nos vies occidentales, les femmes, elles commencent, alors un peu moins maintenant, heureusement, mais en tout cas il y a 20 ans, elles commençaient euh, leur découverte de la gynéco et de leur corps à 13-14 ans avec un Mhm. spéculum, alors qu'elles étaient peut-être déjà elles étaient peut-être vierges. On les emmenait chez le gynéco à peine elles avaient leurs règles pour avoir la pilule. Ce Mhm. sont des traumas, ce sont Mhm. des micro-traumas. Et tout ça, ça va venir s'empiler, ces traumas, les uns derrière les autres, pour après, potentiellement, Mhm. avoir un accouchement traumatique avec un gynéco qui va nous dire allez madame, dépêchez-vous, Mhm. poussez, c'est bon, il y a toutes les femmes qui accouchent là, allez. Oui. Et en fait, tout ça, c'est des discours d'une grande violence. Heureusement que c'est pas le cas à chaque fois. Oui. Mais quand on entend les récits de naissance Mhm. régulièrement comme je le fais, c'est beaucoup plus que, que ce qu'on croit. Et Oui, non, heureusement, non. maintenant, les langues se libèrent, enfin, se délient et la parole se libère. Et c'est ça. Et c'est vrai que moi, je propose des consultations à des femmes que j'accompagne pas forcément sur le long terme et qui s'appellent Récits de naissance, accouchement traumatique, Mhm. pour justement voir avec elles ce qui s'est passé. Oui. Mhm. C'est hyper clé parce qu'en plus, ça s'arrête pas là pour l'enfant non plus. Ce que la maman va vibrer et continuer de ressentir va continuer d'impacter sa croissance. Donc, Bien sûr, bien sûr. avant tout pour la maman déjà, pour qu'elle se sente mieux. Mais je trouve ça très intéressant aussi le travail que tu fais avec les petites femmes, du coup, parce que en effet, ça te permet sans doute, mais je vais te demander de me raconter un peu, mais j'imagine déjà le fait d'être une petite fille et qu'on te fasse comprendre tes droits, et avoir une introduction douce, sans doute à ta féminité qui va permettre que si quelqu'un essaye d'être violent envers toi, déjà tu le reconnaîtras parce que je pense que la plupart d'entre nous, ayant grandi dans le monde actuel, on s'est même pas rendu compte. Moi, je me souviens d'avoir regardé un film, c'était une comédie, c'était pas du tout le film de ma vie, mais je crois que c'était Je ne suis pas un homme facile ou un film français comme ça, où le monde s'inverse. Un grand dragueur se cogne la tête et puis un jour il se réveille et le sexe fort c'est les femmes et il doit s'adapter aux attentes des femmes et tout. Et au début, c'était rigolo. Puis, en fait, je me suis rendu compte, en regardant ce film, de certaines choses que je faisais non pas par envie et par choix, mais parce que c'était comme ça et c'est tout. Et tu dois t'adapter aux attentes potentielles de l'homme. Donc, je serais très curieuse que tu nous racontes un petit peu déjà comment l'idée t'est venue, comment le projet s'est retourné vers les plus jeunes. Et puis, j'ai jamais été dans une salle avec autant de petites filles. Comment ça se passe? Quel genre d'échange vous avez?
Alors l'âge c'est 8-12 ans, donc Mhm. on est sur des, fin primaire, début collège. Mhm. Donc des petites filles qui savent, s'exprimer, qui savent lire, Mhm. et écrire. En fait, elles viennent avec, leur maman, c'est les mamans qui prennent les places, hein, Mhm. c'est, pas tout le temps des mamans qui viennent à mes cercles de femmes, c'est pas tout le Mhm. temps des mamans, qui ont, comment dirais-je? Cette facilité à déposer et cetera. Pas tout le temps. Au démarrage, ce sont des mères qui veulent, partager un moment privilégié avec leur enfant. On est vraiment là-dessus au début. Et souvent, elles ressortent, elles sont assez bluffées et elles réenchaînent, sur un autre cercle de petites femmes très rapidement derrière. D'accord. Hem, l'idée m'est venue, heu, parce que j'ai une fille qui a 9 ans, Mhm. que j'initie beaucoup déjà, au tirage d'oracle, et puis à la libération de la parole. Elle est hyper consciente, de ses droits, du consentement, heu, parce que je voyais pas ça autrement et puis parce qu'en Mhm. plus elle a une grande maturité émotionnelle qui fait que, quand je discute avec elle, je discute avec une adulte, Mhm. avec une femme, vraiment, une jeune femme, mais une femme quand même. Heu et hem et en fait, ma belle-sœur, qui a une fille du même âge, on est très proches, encore une femme avec qui je suis très proche, la sœur de mon mari, elle elle m'a vachement, poussée à faire mes cercles. Elle a été, vraiment, hyper soutenante. Mhm. Elle est, thérapeute en CNV, en communication non Oui. violente et elle est en train d'être formée, à être Mhm. thérapeute et en fait, elle m'a, hyper motivée, pour faire, des cercles, pour, les jeunes filles Mhm. et parce qu'elle, elle a une fille du même âge, de 9 ans et elles sont cousines, donc nos filles et elle dit: «Ah là là, ce serait génial si tu faisais un cercle pour nos filles». Et du coup, j'ai attendu moi de proposer des cercles pour les femmes pendant un peu plus d'1 an Mhm. et je me suis dit: «Si jamais ça vient à moi, une nouvelle fois, si jamais, voilà, je rencontre un lieu où je me dis: "Tiens, je verrais bien ce lieu-là"» et en fait, j'ai rencontré un lieu, génial tenu par des nanas, qui proposaient des ateliers déjà pour les enfants, qui sont elles-mêmes mamans. Et quand je leur ai donné l'idée des petites femmes, elles ont adoré et Ouais. c'est comme ça qu'on a Mais commencé c'est les une cercles idée petit. tellement forte, enfin, c'est savoir que ça existe, ça fait plaisir et tout de suite dans ma tête, je m'étais listé mes copines qui ont des filles. Ah zut, elle a pas encore l'âge, mais dès qu'elle a l'âge, il faut que je lui dise. Bah, ouais, ouais, ouais C'est non et formidable. puis c'est super parce que, en fait, moi, quand j'ai créé, le cercle des petites femmes, je Mmh. l'ai co-créé avec ma fille. C'est-à-dire qu'on a fait Ah, c'est trop vraiment bien. une mise en situation, Mmh. on a calibré les temps d'échange, je lui proposais une méditation, Naëlie elle était: «Ah ouais, 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 c'est pas mal», et on a vraiment un échange où, en plus hyper respectueux, ça j'ai trouvé ça génial parce que, Naëlie parfois elle me disait, «Alors je sais que c'est ton domaine, je sais que c'est ton métier et que c'est ton cercle, mais est-ce que je peux te dire ça sans que ça te blesse?» Et elle me dit: «Tu vois, Oh. ça, je trouve ça trop long, est-ce que tu crois qu'on pourrait pas le raccourcir?» Franchement, hyper mature, Constructive, quoi. oui. Ah, Hyper c'est mature formidable. parce qu'elle comprend déjà le sens de l'ego. Ouais. De l'implication, de la Eh bienveillance, ouais, ouais. eh ouais. Elle comprend Mmh. déjà le truc de OK, c'est son cercle, donc faut que je sois vigilante au propos Oui. que Quelle je peux place je pas peux prendre, voilà, je peux pas dire: «Ah non, ça c'est nul», elle est hyper délicate sur ça. Mmh. Ça, c'est Donc voilà et là, elle m'a déjà demandé: «Ouais, quand est-ce que je viens à tes cercles de petites femmes?» parce que ça l'a fait marrer de venir avec moi. ah bah, j'imagine. Tu en as fait combien à ce jour? Là, j'en ai fait 2 et je vais en faire un troisième. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment le tout début, Ah bah oui, tout et début des cercles de mais petites on a femmes. commencé en te demandant, «Est-ce que tu peux te présenter?» et cetera. Puis, dans ce podcast, parmi les 2 mots, il y a le mot identité. Quelle est ta définition d'identité? Là, tu vois des petites femmes en train de se créer. Qu'est-ce que toi tu mets dans cette boîte, dans ce mot, dans ce sens? Identité,
Ah, compliqué, oh là là. Identité. euh, Bah, tu as plusieurs choses. C'est vrai, dans l'identité, tu as celle que tu es au fond de tes tripes, Mhm. celle que tu veux bien montrer, et comment les autres te voient. Et je trouve que c'est différent parce que parfois tu montres une seule facette et t'en as même pas conscience. Et du coup, c'est pour ça que parfois tu es assez surprise du regard des autres parce que tu es là, ça c'est marrant qu'ils me voient comme ça, mais je suis pas du tout Ouais. comme ça en vrai. Je pense que tu as vraiment très peu de personnes qui peuvent dire qu'ils te connaissent vraiment. Mhm. Euh, et je pense que l'identité, elle se fait au fur et à mesure quand même. Ouais, et puis c'est hyper important d'apprendre à se connaître Mhm. pour que les gens puissent justement accéder à ces facettes-là. Mhm. Parce que sinon, tu crois que tu es comme ça aussi. C'est-à-dire que si tu ne te connais pas profondément, Mhm. le regard des autres, la manière dont eux te perçoivent, c'est ça qui déjà va avoir de l'importance à tes yeux. Mais en plus de ça, c'est ça en quoi tu vas croire, c'est ça. C'est le Mhm. regard des autres. Alors qu'en vrai, quand tu te connais vraiment, bon, bah, même si quelqu'un pense de toi, ah ouais, non, elle est froide, ah, elle est comme ci, elle est comme ça, bah, au final, toi, tu sais que tu es hyper chaleureuse, donc tu t'en Mhm. fous de ce que les autres Ouais. pensent. Que si tu as des doutes et que tu ne te connais pas vraiment, c'est là où ça peut être dangereux. Et je pense que Mhm. les petites femmes, quand tu te construis, justement, quand ton identité, elle est un peu floue, Ouais. c'est là où tu peux subir de l'harcèlement, où Mhm. il peut y avoir des, des flous aussi dans le Mhm. consentement, des choses comme ça, parce que tu te connais pas et que tu fais Mhm. les choses pour les autres, en Ouais. fait. Je sais C'est pas si j'ai répondu à ta question, si, c'était très si, non, flou si, aussi. si, de toute manière, je m'attendais à une réponse qui se construise parce que c'est tellement euh, complexe, parce que c'est un mot qui peut sembler simple, mais de plus en plus, surtout des personnes comme nous, on commence à voir que c'est vivant, que c'est évolutif, mais c'était très intéressant de t'entendre aussi sur les dangers de quand c'est encore flou, quand on sait pas Mm. autoriser, et puis surtout une maman peut-être qui ne se connaît pas encore et qui met au monde des Bah, bien sûr, enfants. Donc tout bien sûr, le soutien que des personnes comme toi vous apportez, bien c'est sûr, d'autant plus précieux. bah, Et bien sûr. est-ce que tu as déjà fait, parce que je sais que tu t'intéresses et que tu travailles avec l'Ayurveda aussi, et c'est quelque chose qui, moi, m'a fascinée. Tu vois, tu parlais de passion tout à l'heure, et alors moi, Mm. je suis tombée dedans, pas exactement de la même manière que beaucoup de personnes que je rencontre qui étaient plus dans l'alimentaire ou dans les huiles. Moi, c'est vraiment les analyses de personnalité au Mm. filtre des Mm. doshas Les qui doshas. me touchent Mm. beaucoup. De quelle manière, quel est toi ton rapport à l'Ayurveda justement? Alors l'Ayurveda est venu à moi à plusieurs périodes. Au départ, je fais un stage de yoga avec ma mère Mhm, et c'était l'intitulé, c'était Yoga Ayurveda. mhm, Et notre prof de yoga, formé en Ayurveda, nous parle de ces doshas justement et des mhm. personnalités et voilà, d'un point de vue holistique, Oui. qu'est-ce que l'Ayurveda, les racines de l'Ayurveda, etc. Et pareil, ça me fascine très vite. Mhm, Ça me fascine très vite. Et puis, quelques années après, je décide d'organiser une retraite dans ce même lieu, mhm, yoga et Ayurveda, pareil avec la même prof, parce que je trouvais ça génial. Tout ce qu'elle nous avait transmis, j'avais envie de le transmettre mhm, à d'autres personnes. Donc, on avait organisé cette retraite à l'époque avec Truc de Nana. Et du coup, c'était quelques jours, c'était super. Et après ça, ou un peu en parallèle, je crois, mhm, j'avais décidé de me faire former en mhm, Ayurveda. Alors, pas sur une vraie formation hyper lourde en termes d'heures et tout, mhm, avec un ami qui était, lui, formé en Ayurveda, qui était thérapeute ayurvédique, mhm, et qui m'a fait une transmission.
une initiation à l'Ayurveda pour que moi, je puisse me connaître déjà. Et puis après, j'ai fait une transmission, là, un peu plus comme une formation, en Ayurveda autour du postpartum et du prénatal. D'accord. Et c'était pour m'apporter des outils en tant que doula, que je puisse voilà, avoir un double regard en fait sur certaines situations. Mais après, j'en parle pas à chaque fois. C'est-à-dire que si ça parle pas aux parents que Oui, j'accompagne, bien sûr. j'en parle pas. Oui, je comprends. Moi aussi, enfin, en tant que coach, ça m'arrive de tester un peu le terrain pour voir est-ce que je leur donne juste l'information que j'en tire ou l'explication de d'où ça vient. Voilà, exactement. Mais c'est important de le voir. Mais en tout cas, je vois un lien fort dans l'identité parce que quand tu parlais de celle qu'on est dans nos tripes, je pense que l'Ayurveda aide beaucoup à accéder à ce moi Ah, naturel. complètement, Ouais. complètement. En effet, c'est ton dosha de naissance, quoi. Ouais. En effet, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, dans l'accompagnement des couples, mais tu le vois vachement. Quand ils ont des doshas déséquilibrés, aux antipodes, et tu Ouais. comprends pourquoi il y a des trucs où ça marche pas, parce que Mmh. c'est pas tant que le couple ne marche pas, hein, attention, Mmh. c'est pourquoi à ce moment-là ça marche pas, parce que Mmh. parce qu'ils ont des besoins, enfin vraiment un besoin viscéral différent, Ouais. quoi. Donc Ouais. Non, c'est assez fascinant. Je travaille avec les couples aussi pour voir un peu quand il y a des overlaps d'énergie ou quand justement ils sont. Mais je trouve ça très rassurant en tout cas. Moi personnellement, ça m'avait beaucoup rassurée sur moi-même de comprendre que les meilleurs moments de ma vie et les moments qui ont été les plus challenging, en fait, la source était au même endroit de cet équilibre. Mais c'est c'est chouette en tout cas de voir de plus en plus des personnes s'équiper de manière holistique, de savoir aussi bien laisser la place à la science quand on en a besoin, mais aussi d'aider la nature comme tu nous le disais. Euh, j'ai perdu, j'avais déjà une autre question de prête dans ma tête, mais j'ai un peu perdu le fil. Mais du coup, dans tous ces projets, moi, je suis aussi curieuse de si tu peux un peu nous faire part des discussions peut-être qui reflètent 2024 dans ces sororités, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont jamais été. Il n'y a pas que ça que tu fais, je sais, mais j'ai eu une fascination pour cet aspect-là de ton activité. Mais est-ce que tu vois, par exemple, par rapport à la politique, par rapport aux choses qui se passent dans le monde, est-ce que tu peux nous faire part un petit peu des signaux que tu relèves peut-être dans vos échanges? avec qui, dans des cercles de femmes, par exemple? Oui, oui, oui. Ça va dépendre du thème. C'est vrai que nous, on a, enfin, je dis nous les femmes, quand on Mhm, se rassemble et qu'on fait un cercle, euh, moi, je vais mettre un thème à chaque fois. Donc, ça peut être la famille, mhm, ça peut être le postpartum, ça peut être la libération des émotions, la gratitude, enfin bref. Euh, je dirais que ce qui revient fréquemment quand même, c'est euh, cette envie d'être plus libre mhm, et d'être actrice de ses choix. Ça revient souvent, de parfois ne pas être à la bonne place, mhm, d'être emprisonnée dans une vie qui n'est pas forcément celle qu'elles ont choisie. mhm, Euh, Beaucoup de femmes qui disent en fait j'étais dans un rôle de la petite fille parfaite. Il y a vraiment à la fois cette société patriarcale mhm, avec quand même le fait en tant que femme de ne pas décevoir, d'être la bonne petite fille, d'être mhm, ce qu'on attend de toi, euh, respecter les règles, pas crier trop fort. mhm, Il y a vraiment ça qui revient. Et vers la trentaine, la quarantaine, il y a des switches, quoi, de mhm, transformation, d'envie de se libérer, de casser les chaînes, mhm, une envie de se transformer, de mhm, se libérer de certaines choses, ça c'est sûr. Euh, D'apprendre à se connaître
pour mieux être pour être mieux avec les autres. Mmh. Donc on est vraiment là-dedans. Après sur un aspect, plus politique, c'est de combattre, les inégalités et beaucoup Mmh. les inégalités hommes-femmes quand même Mmh. et à chaque rang en fait, social, à chaque Mmh. âge. C'est marrant parce que ce matin, j'étais avec, une copine de ma mère, on discutait, on prenait le café et heu et tout d'un coup, comme ça, elle vient et elle me parle d'une agression qu'elle a subie quand elle avait, une trentaine d'années Mmh. et où un mec, l'avait agressée dans la rue et mis la main comme ça le long de sa jambe et où elle s'était pas démontée quoi, mais bon, ça reste une agression, même Mmh. si ça va pas jusqu'au viol. Heureusement que c'est déjà une agression Mmh. et même ça aurait été une agression même s'il ne l'avait pas touchée, mais elle se serait sentie agressée puisque Mmh. dès que tu as peur de l'autre, déjà il y a Oui. une limite qui a été franchie. Et on discute toutes les deux et elle me dit: «C'est marrant, c'est la première fois que j'en parle» et elle approche la soixantaine. Donc Mmh. je vois qu'il y a quand même, aujourd'hui, parmi les femmes, de ma génération et de celle des plus Mmh. jeunes, qu'il y a quand même une vraie libération de la parole. C'est Oui. un mouvement là, Mmh. c'est un mouvement. C'est en fait, on en a marre de cette tue, on en a marre d'avoir eu honte, on en a Mmh. marre d'avoir culpabilisé. En fait, on doit arrêter d'être dans le camp de ceux qui doivent avoir honte. Nous sommes les Mmh. victimes, en fait. Oui. Et, et en même temps, elles ne se comportent pas comme des victimes. Il n'y a pas du tout ce côté victime-victimisation. Non. C'est de se dire, en fait, j'en ai marre, la honte, elle doit Mmh. changer de camp. Mmh. Pourquoi je me suis tue, en fait? Et c'est Mmh. marrant parce qu'elle sait que je suis plus trop journaliste maintenant, mais elle me dit, tu vois, ça, ce serait Mmh. un super documentaire ou Oui. un recueil de témoignages comme ça de femmes de toute génération Mmh. qui à un moment se sont pas senties en sécurité et où Ouais. elles ont eu honte quoi. Mmh. Et je me suis dit ouais c'est vrai que c'est intéressant. Mais voilà sur le plan politique c'est vraiment ça, c'est ce Mmh. truc de la honte doit changer de camp. Ouais, mais c'est tout ce que tu dis est tellement lié parce que c'est le fait d'avoir appris à être une petite fille, qui fait que dans les moments d'agression, on se demande, quel comportement on doit avoir, au lieu de savoir quel comportement on veut avoir. Et donc, en effet, c'est tous ces apprentissages qui ont fait de nous des victimes, mais c'est aussi très beau de voir, dans ce que tu dis qu'avec la colère qui monte, on monte dans l'échelle des émotions et donc c'est signe de guérison. Qu'on accepte qu'on a été victime, mais qu'aujourd'hui on va agir pour faire changer ça. Et plus on parle, plus il y en a d'autres qui n'étaient pas encore prêtes, mais qui l'entendent. Et donc c'est 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 beau, en tout cas, de Mm. s'inscrire dans ce mouvement. J'ai peut-être une question aussi par rapport au sexe féminin, parce qu'en 2024, c'est vrai qu'on est aussi dans une période où la communauté LGBTQ+, aussi a un peu ce mouvement parallèle de dire Mm. C'est vrai. bah, nous aussi on a le droit de parler, de pas se victimiser, de se réunir. Je sais pas, là tu as eu deux cercles de petites femmes, peut-être que en ayant plus, il y aura plus de chances, mais est-ce que il y a déjà des petites femmes qui sont venues te dire qu'elles se sentent pas forcément femmes, ou est-ce qu'il y a eu des questionnements autour de mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, où en moi est la féminité, parce que il y a Non, vraiment de décomposition. non, pas dans les petites filles que j'ai accompagnées, ni même dans mon entourage. Mhm, Elles sont plutôt très OK avec leur féminin. J'ai pas dit mhm, leur féminité, leur mhm, féminin. Euh, et pour elles, elles sont très, enfin la plupart d'entre elles, très mhm. OK avec le fait de se dire en fait, euh, moi, je suis une fille, mais je suis pas obligée d'aimer le rose, les Oui. paillettes. Je trouve il y a on voit qu'il y a eu aussi un progrès là-dessus. Mhm, Heu, on voit que c'est plus, en fait, je me sens future femme, dans le mhm, sens où je me sens bien dans le corps que j'ai eu depuis la naissance, dans celle que j'accompagne encore une fois, hein, mhm, voilà.
On sent que c'est avant le collège, enfin, ou le début du collège, mais pour l'instant, j'ai eu que des petites en primaire. Ouais. Elles sont pas encore conditionnées face au regard du garçon. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a déjà des histoires d'amour, des amourettes, mais on n'est pas encore dans une dans une séparation totale Mmh. de garçon-fille, tu vois? Mmh. Donc, elles se sentent libres, elles sont très libres à cet âge-là, hein. Mmh. En tout cas, là, moi, de mon regard, Je vois. il y a pas encore la pression du masculin, Mmh. Et tu est-ce que vois? ta fille, parfois, elle vient, surprise parce que du coup, j'imagine, dans ton foyer, justement, elle grandit très libre d'être et de devenir tout ce qu'elle veut. Mais j'imagine qu'il y a d'autres mamans, dans l'école où elle va, qui sont peut-être, plus, dans, un peu plus old Dans des school, schémas. peut-être, Mmh. dans les schémas. Est-ce qu'elle vient parfois te dire: «Ah, ça m'a surpris, il y a telle fille dans ma classe, elle se comporte de telle manière», ou elle voit des filles peut-être plus dans des schémas plus, Mmh. enfermés? Je sais pas, est-ce que ça Bah, arrive? alors, comme je te dis, elle a en tout cas Naëlie, elle a une extrême tolérance. D'accord. C'est-à-dire qu'elle, à la fois, elle va être très, genrée sur plein de trucs, Mmh mh. de par l'école, mais et de par ses goûts, hein, elle est très, elle adore les cheveux longs, enfin tu vois, elle aime se maquiller, mettre des bijoux. Bah, en plus, moi, je suis assez féminine, tu vois, Ouais. d'aspect, tu vois? Mmh mh. Mais, à part enfin, je me maquille pas trop et je suis en même temps, très, comme elle m'entend dans mes discours, encore une fois, moi, à chaque fois, ce qui m'importe, c'est le choix de la personne. Mmh Et mh. après, on peut détricoter. Mmh Tiens, mh. maman, pourquoi tu t'épiles? J'ai pas peur de lui dire, écoute, je m'épile parce que moi, j'ai été élevée dans une société, on Mmh m'a mh. tellement infusé que les poils, c'est pas beau, que je peux même pas te dire si je les Oui. trouve moches vraiment, ou si c'est parce que je l'ai tellement entendu que je les trouve moches. Mmh Mais mh. je suis tout à fait capable de lui dire ça. J'ai des Oui. conversations que j'ai déjà dit. Mmh mh. Et elle m'a dit: «Bah, écoute, moi, pour l'instant, je sais pas. Peut-être que je m'épilerai pas». Ouais, Mais peut-être qu'elle s'épilera, parce que ouais, le regard de la société, il est costaud, quoi. ouais. Donc Non, non, c'est clair. si c'est pour pas qu'elle subisse de l'harcèlement, peut-être qu'elle finira par s'épiler. Ouais, ouais, ouais. Mais ce sera un choix, Mmh encore mh. une fois. Elle sera consciente, Elle alors sera que nous, on consciente. n'en Je était pense que pas c'est ça conscientes, oui. qui est important, en Mmh fait. mh. L'autre fois, j'ai une copine qui me dit, parce que je lui dis: «Ah tiens, j'ai pris rendez-vous pour cacher mes cheveux blancs, j'en peux plus». Je lui dis ça et elle me dit, «Ah ça va, Mmh mh. accepte-les et tout». Elle a pas un cheveu blanc, hein. Et je lui dis: «Eh ben, je pense que j'ai pas envie, en fait. J'ai pas Ouais. envie de les accepter». Mmh mh. Tu vois, il est où le beau jusqu'où on va avec le body positive? Encore une fois, c'est-à-dire que moi, je suis hyper contente quand on s'accepte. Le Mmh mh. jour où je m'accepte et le jour où j'en ai marre de me faire des couleurs, Mmh par mh. contre, si c'est mon choix et qu'on vient me dire: «Ah, tu fais Exactement. chier avec tes cheveux blancs», là, je serai en colère. Non, c'est Par clair. contre, qu'on vienne pas me dire: «Tu es féministe, donc tu dois te laisser tes cheveux blancs». Exactement, Tu ouais. vois? Encore une fois, c'est il est où mon choix? Mmh mh. Et après, moi, je peux me déconstruire aussi et me dire: «Eh ben, en fait, pendant des années, je me suis coloré les cheveux parce que je pensais que c'était mon Mmh choix. mh. Finalement, je m'en fous. Quand je me regarde dans la glace avec mes cheveux blancs, je suis Ouais. très contente». Tu vois ce truc? Le perfectionnisme, de la Ouais et puis transformation, exactement et mmh puis parfois, ça fait du bien de me sentir plus jeune, plus, j'en sais rien. Puis après, qu'est-ce que ça veut dire plus jeune, encore une fois? Mais ce qui compte, c'est de me dire parfois, bah, ça fait du bien de me sentir bien devant le miroir, peu importe comment je me sens. Tu as des exact. nanas, que je connais, qui quand elles étaient toutes minces, étaient hyper mal dans leur peau et Mmh mh. maintenant, qu'elles s'assument avec leurs kilos, elles sont vachement mieux dans leur peau et tant mieux pour Ouais. elles et elles Mmh mh. se sentent plus belles, plus épanouies. Je Mmh pense mh. que c'est ça qui est important, Mmh toujours. mh. C'est quel est toi, ton regard sur toi et sur ce que Mmh mh. tu fais? Mais pareil, c'est très compliqué de savoir quel est ton vrai regard. Encore une fois, c'est l'identité, qui tu es vraiment au fond de Mmh. toi. Tu vois? Ou est-ce que c'est l'image que tu montres quoi, tu vois? Et c'est vrai que même moi, je le dis à certaines copines ou même sur Insta, nous sommes différentes facettes et nous sommes Mmh mh. contradictoires. Je peux avoir mes contradictions. Oui.
Puis on est une génération de transition, c'est-à-dire que le fait même que tu puisses dire à ta fille, je sais que c'est un lavage de cerveau, mais pour l'instant je l'assume et je reste dedans parce que je suis pas obligée de me mettre en zone d'inconfort partout, mais j'ouvre la voie de ton choix. Et elle puisse te dire attends je vais voir, bah c'est ça en fait, là t'as fait ton job Bah, de maman clairement, d'ouvrir la voie, donc on ne clairement. doit pas plus que ça quelque part. Et puis, ce qui est intéressant, tu vois, Naëlie, elle va pas trop juger ses copines parce que Mhm, je lui ai appris de ne pas les juger. J'ai mhm, appris que la sororité, c'était hyper important. oui. Donc, elle va pas aller juger ses copines. Par contre, quand elle entend à l'école, bon, bah voilà, cette règle de grammaire, le masculin remporte sur le féminin, et que moi, je lui explique que je trouve ça compliqué, et que je lui explique, c'est pas la grammaire que je juge, c'est parce que c'est qu'est-ce que ça va refléter dans Oui. la société plus tard, quelles conséquences ça va avoir de dire à une petite fille dès le CE1, le masculin remporte sur le féminin. Mhm. Tu Non, vois, et ça, je lui dis, pour l'instant, ça n'a pas changé. Donc, oui, à ta dictée, même s'il y a 100 femmes et un mec, tu vas devoir dire ES. Euh, mhm, cette règle-là, si tu as envie d'avoir une bonne note à ta dictée, continue à mettre ES. mhm. Mais par contre, tu as un regard là-dessus. Et elle a Mhm. débattu avec sa maîtresse en pleine classe, en disant, mais J'adore. madame, je comprends pas. Ouais. Pourquoi? C'est injuste, en fait. Mhm. Parce qu'elle leur a dit, s'il y avait un tabouret et 10 chaises, fallait dire, fallait le masculin remporter. Mhm. Elle a débattu avec la maîtresse, et la maîtresse était OK de débattre avec elle. Ouais. Elle lui a dit, mais en revanche, aujourd'hui, en 2024, On c'est n'a la pas loi. refait le redesign encore de la langue. Et je pense Ouais. que c'est ça qui est intéressant, c'est le dialogue. Mhm. C'est le dialogue, et après, tout va pas bouger en 2 secondes. Mhm. Et puis, il y a des combats qui vont peut-être à l'instant T être plus importants. Mhm. Rentrer l'IVG dans la Constitution. Ouais, Ouais. ça c'était primordial. Tu Mhm. vois. Et puis, petit à petit, ça va bouger. Et choisir son combat dans le bon ordre, mais Exactement, la temporalité. Mais moi, je comprends que ça fasse débat pour l'accord masculin. non, c'est clair. Et j'en ai parlé à mon père il y a pas si longtemps, qui me disait oh quand même, franchement, c'est pas un vrai combat. Et j'ai expliqué pourquoi. Et en expliquant Mhm. pourquoi avec le truc, mais tu te rends compte ce que ça infuse chez ta petite fille, ça? Mhm. Pourquoi ça l'infuse comme ça? Pourquoi c'est important? Mhm. Et en effet, quand tu expliques, qu'il se met à la place, encore une fois, faire preuve d'empathie, se mettre à la Ouais, place de l'autre, lui qui a été élevé comme un petit garçon dans les années 60, qui est devenu un homme, il n'a pas le même recul sur ça. exactement. Ils n'ont pas eu en fait. Non. Le fait de ne jamais avoir eu à ressentir certaines choses, même moi j'ai un papa génial, il y a plein de moments où je lui dis attends, et si tu veux bien, on va prendre 10 minutes. Je vais essayer de te raconter l'histoire de ce point de vue-là et essaye de t'imaginer dans le film. Mais bien Euh, sûr. Et ça vaut aussi après, tu vois, pour des discours où. C'est pour ça que l'empathie, c'est hyper important. mhm. Moi, je ne vais pas avoir la même histoire, ni les mêmes expériences qu'une copine à moi Oui. noire, Mhm. tu vois, qui a vécu c'est clair, de la misogynie, mais en plus Oui, du racisme. exactement. Et même dans ses relations Mhm. amoureuses. Mhm. Donc, elle aura encore un regard différent. Oui, totalement, mais c'est justement, j'étais en train d'y penser parce que moi, quand j'ai appris ces règles de français, j'étais en plus la turque dans la classe Mm. qui apprenait une langue, mais à partir de zéro, et moi, j'avais ce sentiment que le masculin l'emportait, mais et que tous les autres l'emportaient sur moi parce que j'étais celle qui était différente et qui devait Mm. s'adapter. Et donc, c'est vrai que l'empathie, tu deviens, il y a une phrase d'Eckhart Tolle que j'aime beaucoup, qui dit que ceux qui ont eu plus de difficultés ont appris plus vite l'empathie. Et c'est Mm. pour ça qu'il y a plus de femmes aujourd'hui dans toutes les écoles de coaching, de thérapie, de tout ça, Mm. parce que c'est pas étonnant. Bien sûr, après, il y a ce côté très, la femme est très maîtresse de son monde intérieur et l'homme du monde extérieur. C'est peut-être des différences de genre et puis de dosha aussi par moment. Mais je pense qu'on nous a appris aussi à tellement, en s'enfermant, à approfondir ce monde intérieur, que du coup, on arrive très vite à créer ce lien, je pense, avec le monde intérieur des autres. Mais une dernière question peut-être qui me venait, si tu as encore le temps. Justement, on commence un peu à parler de l'autre différent au-delà de sa féminité.
J'ai vu que tu es allée au Sénégal, tu as sans doute eu d'autres voyages encore. Qu'est-ce que tu as pu observer, si tel a été le cas, des différences d'expérience justement du féminin et du contact de sororité peut-être, même si tu n'as pas fait des événements comme ça partout dans le monde, peut-être toi, entre toi et une autre femme d'une autre culture, est-ce que tu as eu des expériences qui t'ont touchée, qui t'ont marquée ou qui t'ont révélé un autre Ouais, aspect de ah toi? ouais, au Sénégal, j'ai rencontré une sage-femme, dans un village, Mmh. à côté de la frontière malienne, qui, était la sage-femme pour, 34 villages. 34 villages. Je sais pas Mmh. si J'arrive tu même vois, pas à imaginer combien de trente personnes par village. trente-quatre villages, avec des distances entre les villages, hein. Mmh. Des routes c'est pas les routes de Dakar, hein. C'est Ouais. des routes, vraiment, c'est des chemins, Mmh. avec, des cailloux, enfin c'est compliqué quoi pour s'y Mmh. rendre. Heu et on parlait de l'accouchement. J'étais au tout début de ma formation de doula. Mmh. J'étais encore journaliste et heu et en fait, je lui demande comment elle bosse, quoi, et elle me raconte et elle me dit: «Ah, c'est marrant, personne s'intéresse à ce que je fais, quoi», et je lui dis: «Bah, Ouais, moi, ça m'intéresse», ouais. et on parle et j'étais tellement admirative envers cette femme qui était, mais si courageuse, et elle s'en rendait même pas compte parce que personne Mmh. lui avait dit, et j'étais à la fois très admirative pour ce qu'elle faisait, mais Mmh. pour qui elle était. Et elle avait tellement pas d'ego. Mmh. C'est-à-dire que c'était assez dingue de voir ça. Mmh. Heu et je me disais: «Waouh, la nana, la résilience qu'elle a». Mmh. Et j'étais hyper émue de cette conversation, où après on s'est quittés, j'ai pleuré, on s'est échangé les WhatsApp et tout parce qu'on avait parlé longtemps. Mmh. Après, et là encore, hein, je l'ai sur WhatsApp, parfois je demande des Mmh. nouvelles. C'est une femme qui m'a, bouleversée, qui m'a Mmh. bouleversée par son parcours, qui m'a bouleversée par, son quotidien. Mmh. Heu, elle fait, seule, plus de 300 naissances par an, où elle, par rapport à d'autres soignants en France, Mmh. elle a pas du tout d'ego, mais même dans la manière dont elle aide les femmes à donner Mmh. naissance. C'est hyper important ce que je veux dire, c'est que là, heu les je sais pas si je vais dire les bons mots, mais en gros, elle a pas le syndrome de la blouse blanche, de la sauveuse, quoi. Ouais. Elle, quand je lui disais: «Ah là là, mais c'est incroyable ce que tu fais, gna 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 gna», elle me disait: «Mais c'est pas moi qui accouche, c'est les femmes». Mmh. Tu là, ça te remet à ta place, hein. C'est clair. Tu es là, mais ouais, en fait, clairement, et moi, en tant que doula, pareil, en fait, hein, je suis qu'une accompagnante, hein, je suis un Et soutien émotionnel, mais la nana, si elle accouche dans sa puissance. C'est elle qui accouche, hein, c'est mmh. personne d'autre, hein. Mais tu penses que ça lui est venu, d'après ce que tu connais d'elle, parce qu'on lui a appris à être une petite fille sage et qui valorise pas ce qu'elle fait? Ou est-ce que c'est parce qu'elle a tellement un grand cœur que donner égale recevoir pour elle et donc dans cet instant, elle reçoit déjà en faisant ce qu'elle fait et donc elle ne cherche pas cette, valorisation? Je sais pas. Je sais Mmh. pas, peut-être qu'il y a un peu des 2. Il y a son Ouais. éducation, mais il y a surtout, en fait, j'ai pas le temps de réfléchir là. C'est comme une Super, situation d'urgence. c'est Je le clair. fais parce qu'il y Elle a que moi. Je le fais parce qu'il y a une pénurie de sages-femmes. Je le fais parce que toutes les sages-femmes qui sont formées à Dakar, elles préfèrent rester à Dakar et à Sali, et dans mmh. les coins, touristiques, parce qu'elles ont raison aussi de se choisir elles-mêmes. Moi là, je me choisis pas, mais parce que je me dis: «On a besoin de moi». Ouais, Donc il y a un peu des exactement. 2. Bien sûr qu'elle doit se sentir utile Mmh et mh. valorisée par ce qu'elle fait, et c'est Mmh. extraordinaire pour elle. Mais je pense que son premier truc, c'est: «Je le fais parce qu'il y a Ouais, pas le choix». je dois le faire. Et elle forme des gens aujourd'hui ou est-ce que la situation continue d'être telle qu'elle est? Elle reste seule sur sa mission? Aux dernières nouvelles, oui, après c'est la seule sage-femme, Mmh. mais il y a, des matrones qui travaillent avec elle, qui sont un peu Mmh. les doulas, du Sénégal, enfin, en tout cas, on les appelle les matrones. Hem, Mmh. c'est des
comme des doulas, sauf que c'est surtout des femmes expérimentées Mmh. et à qui elle va transmettre aussi certains gestes médicaux, Mmh. ou en tout cas ceux à ne pas faire. Mmh. Oui, Voilà, important. donc bien nettoyer Mmh. les outils, ils sont vachement formés là-dessus. Mmh. Et en fait, ce qu'ils ont fait il y a pas très longtemps, c'est qu'ils ont créé une maternité, pas très loin de là où elle exerce. Et déjà, c'est bien parce qu'il y a du Ouais. matériel et parce Mmh. que de temps en temps, il y a des docteurs qui arrivent, Mmh. il y a un roulement et tu as des infirmières, des choses comme ça. Ça va Enfin, l'équiper déjà. donc c'est déjà super, mais en fait, c'est les espaces, les distances entre les villages Mmh. qui sont. C'est tout ça qui va amener beaucoup de complexité dans son travail Mmh. aussi. D'ailleurs, les téléphones portables et le fait qu'il y ait du réseau et Mmh. que dans les villages, bah, ils aient accès à ça, Mmh. certaines fois avec l'énergie solaire. Mmh. Là, je parle des villages vraiment éloignés des grandes villes, hein, Mmh. et bah, ça peut faciliter la communication. Mmh. Et ça peut sauver des femmes en fait. Ça En peut tout cas, vraiment. après notre échange, n'hésite pas à me donner s'il y a des informations pour faire des dons, si les personnes qui écoutent ont envie de la soutenir. Je pourrais ajouter l'information par après dans notre légende, parce que D'accord. est-ce qu'on peut dire son prénom, pour lui rendre pleinement hommage? C'est Marie-Aimée. Marie-Aimée. Bon, Ouais, bah, on va Marie-Aimée. envoyer tout plein d'amour à Marie-Aimée qui aide Ouais. tant de femmes. Peut-être pour finir sur une question, tu es une femme clairement qui trace son chemin, qui vit la vie pleinement, avec amour. Quels sont les rêves peut-être qui te font vibrer vers l'avenir? Qu'est-ce que tu te dis encore, oh là là, je vois bien que je pourrais encore goûter à ça, faire ça, toucher ça. S'il y a quelque chose qui te vient avant de clore notre discussion, qu'est-ce qui te vient? Ouais, beh, j'aimerais bien habiter ailleurs qu'en France, par D'accord. expérience. Ça veut pas dire toute ma vie, mais j'aimerais bien goûter à ça, à l'expérience de vivre à l'étranger. Je l'ai déjà fait quand j'avais 20 ans et j'avais adoré. Mmh. Et j'aimerais bien le faire vivre à mes enfants avec mon mari, pourquoi pas vivre ailleurs. Mmh. Et après, j'aimerais bien aussi travailler ailleurs avec d'autres femmes, Mmh. justement, et apprendre des autres aussi. Mmh. Euh, voilà, après, j'ai toujours ce côté où j'aimerais transmettre. J'aimerais bien plus tard faire peut-être des constellations familiales, des choses comme ça, D'accord. enfin, en tant que gardienne de ces constelles. Ou, voilà, il y a des choses qui m'appellent. Je ne sais pas si ça va vraiment Mmh. se faire. On verra. On verra. Je sens qu'on aurait pu continuer à se parler encore pas mal d'heures, mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Mais et en plus, tu nous as aussi parlé de la sexothérapie, je crois. Ouais, Donc il y a ouais, aussi plein de choses qui t'appellent. ouais, 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 Mais bien ça va sûr. être une très belle histoire à suivre pour nous autres. Bah, j'espère bien, j'espère bien. Ouais, bah merci beaucoup. En tout cas, j'étais ravie de te rencontrer et de pouvoir partager avec d'autres cette expérience. Excuse-moi. À tes souhaits. En Ouais. turc, on dit çok yaşa, qui veut dire vie beaucoup. Donc, Ah, et vie ben voilà, longuement, vie fortement. Donc, ça tombe euh, à pic. c'est ça. Merci beaucoup, Justine, et j'espère à bientôt. Ouais, merci beaucoup en tout cas, et bah, j'espère que mes partages seront utiles. Voilà. Ah oui, c'était très inspirant, ça je peux te le dire. Merci. Merci.